Bon, ça y est, nous y sommes. Nous y sommes où? Nous y sommes dans la dernière semaine. Et oui, il reste une semaine pile poil, puisque le mercato hivernal se termine le lundi 3 février, comme vous voyez en dessous, à 23 h. Et il est 22 h 45 à l'heure où je vous parle. Donc pratiquement, jour pour jour, 7 jours. 7 jours pour recruter 2, voire 3, selon le nombre de départs qu'il y aura dans l'effectif olympien. On va voir que Kone est sur le départ. Et on va voir que d'autres joueurs aussi sont sur les départs. On va voir ça ensemble tout de suite. Après quoi? Après l'introduction. Mais avant ça, petite force pour la chaîne. N'oubliez pas, la force, j'en ai besoin. L'abonnement, c'est gratuit juste en dessous. Like, dislike, si tu n'aimes pas. La cloche, n'hésitez pas. Voilà. Et partagez aussi. Et commentez surtout. Allez, on y va sur quoi? L'intro du jeu. Et allez l'OM, et pour commencer la petite boutade pour Lilian Brassier qui a trouvé son chien, ça y est, il l'a trouvé désormais. Donc sur le terrain, il a eu du mal hier. Hein. Donc c'est probablement un départ de Lilian Brassier, mais ça sera compliqué comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, dans le débrief. Si ça vous intéresse de voir le débrief à chaud, qui est pas très précis, mais il est là. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder. Il y a aussi des informations mercato dessus que je vais reprendre dans cette vidéo-là, mais plus précises. Donc Brassier sur le départ, il a trouvé son chien. Est-ce que Brassier c'est le fautif de la rencontre? De Zerbi nous répond dans la conférence de presse. Brassier, peut-être qu'il est passé à côté de son match, mais qui ne se trompe pas dans la vie. Je dis toujours que celui qui se trompe le plus, c'est moi. Donc il prend la responsabilité de Zerbi. Il s'est loupé, mais pas parce qu'on lui demande de faire le jeu. Il a commis une erreur. Tant que je serai là, les défenseurs centraux devront jouer comme ça, avec la pression. Et oui, on a un jeu particulier, on repart de là derrière, avec la défense qui attend au dernier moment le pressing adverse. Et quand on prend trop son temps, comme il a fait Lilian Brassier, eh ben malheureusement, on perd le ballon. Et derrière, on perd le duel et on perd même la tête pour Lilian Brassier. Si ça ne leur plaît pas, ils iront sur le blanc ou en tribune, en parlant des joueurs qui sont dans l'effectif. D'ailleurs, on revoit l'action. Bon, je vous la montre pas en vidéo, mais on revoit ce qu'a répondu Evan Guessant, qui raconte son premier but avec Lilian Brassier et ses erreurs. 3 erreurs en une. J'ai vu qu'il était un peu trop tranquille en parlant de Lilian Brassier. C'est vrai qu'il a pris son temps, il était comme ça. Voilà, il a un peu hésité, il s'est retourné. Et derrière, donc il y a eu le pressing de Guessant. Il gagne le duel, petit coup d'épaule, il récupère le ballon. Derrière, il y a une passe qui va venir d'un milieu de terrain niçois pour Guessant. Et derrière, Lilian Brassier qui perd les pédales, perd les jambes, perd la tête. Puisqu'il aurait pu même sauver le ballon sur la ligne et malheureusement, il ne l'a pas fait. On va pas rester sur le match, 150 ans. On va partir maintenant sur le mercato tout de suite. Alors sur le mercato, il y a la défense qu'il faut renforcer, malgré qu'il y a une arrivée de Luis Felipe. Mais moi, j'aimerais avoir d'autres joueurs. Parce que hier, je vous en ai parlé. Pour moi, Murillo, c'est bien pour dépanner. Mais on le voit que c'est plus un joueur de couloir plutôt qu'un axial qui peut vraiment être placé là comme un défenseur central de base. Pareil pour Lilian Brassier qui ne convainc pas. Pareil pour Kondogbia qui est un milieu de terrain. Je dis pas pareil par rapport au profil, mais pareil que ça ne convient pas pour moi. Voilà, donc Kondogbia en plus il est absent, on ne sait pas ce qu'il a exactement. Est-ce que c'est une petite blessure, une grosse blessure? Pour l'instant il n'est pas là. Et Cornelius, il a été pris pour être un remplaçant. Donc il nous faut aussi du côté gauche un autre titulaire à mon goût. À mon goût, il nous faudrait un axial gauche, comme on l'avait dit en début du mercato hivernal. On a pris l'axial droit avec Luis Felipe. On attend de voir sur le terrain. On ne va pas recruter un autre axial droit. Mais maintenant, un axial gauche, ça serait sympa d'en avoir un autre. Si bien sûr, il y a des départs, comme Lilian Brassier. Allez, on y va tout de suite sur le mercato. Et il y a aussi un autre poste qu'on doit viser, c'est bien sûr le buteur. Neal Maupay a enchaîné hier soir son 4e match. Donc ce dimanche face à Nice. 4e match d'affilée sans un tir. Sans faire un tir. Pour un attaquant, quand même, c'est quand même marquant, quoi, comme stat. Je vous l'avais dit, il manque d'être aux réceptions des centres. Il manque à être dans la surface. Sa présence, parce qu'il fait beaucoup d'efforts dans le jeu, dans le pressing, mais trop bas. Voilà, trop bas. Et il n'est pas à la réception des centres. Il n'est pas là où il faut, dans la surface. Et il ne tente pas assez sa chance parce qu'il n'a pas cette qualité de dribble aussi. On l'a vu au duel face à Dante en première mi-temps face à Nice. Et il n'arrive pas à déborder Dante. Alors que Dante, ça pourrait être son père pratiquement. C'est compliqué. C'est compliqué. Il nous faut un autre profil d'attaquant qui sera peut-être plus véloce, plus technique, plus physique aussi, pourquoi pas, pour avoir un autre profil. Ça serait intéressant d'avoir un autre attaquant. On va pas mettre tout ça sur Robinho Vaz qui pourrait le jouer, parce qu'il a un profil différent, parce qu'il est jeune. Voilà, il faut attendre un petit peu avant que le lancer directement titulaire. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment un titulaire, un remplaçant, pourquoi pas, pour concurrencer au moins Neal Maupay, voire être beaucoup meilleur, je pense. Ouais, ça se dit beaucoup meilleur, je le dis. Il n'a pas réalisé une seule frappe sur les 5 des 6 derniers matchs en parlant de Neal Maupay. Allez, Neal Maupay encore une fois. L'OM est satisfait, nous dit RMC Sport. Donc il y a des informations qui sont remontées de RMC Sport aujourd'hui. Donc du côté de la direction, l'OM est satisfait quand même de Neal Maupay. Mais Roberto De Zerbi aimerait un profil différent, je viens de le dire, pour varier ses options. À ses yeux, il serait inconscient de donner des responsabilités démesurées à Robinho Vaz, comme je viens de le dire, il est trop jeune, ou à Jonathan Rowe à ce poste.
En plus de ça, Jonathan Rowe, attention. Attention, c'est un dossier aussi qu'il faudra mettre en avant dans pas très longtemps. Parce que les dernières entrées qu'il fait, Jonathan Rowe, c'est quand même... Je vais pas aller sur le dégueulasse, mais c'est moyennasse quoi. Il tente trop de choses pour très peu de résultats derrière. Voilà, donc il est moins impactant que sur le début de saison où quand il rentrait, il faisait la différence. Le but à Lyon, les matchs contre Montpellier où il était intéressant, d'autres matchs où il est rentré, il était intéressant. Là, depuis quelques rencontres, je trouve qu'on a un Jonathan Rowe qui se Iliman Ndiaye. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Vous voyez ce que je veux dire? Ce profil-là de Iliman Ndiaye qui perdait ses moyens, qui en faisait trop parfois et qui se trompait dans ses gestes. Ça ressemble un petit peu à ce domaine-là. Alors attention, on ne sait jamais. Cet été, imaginons que du côté de l'OM, vu qu'on est exigeant, intransigeant avec l'implication et vraiment le sérieux des joueurs, imaginons, pourquoi pas, un autre départ d'un Jonathan Rowe. Même si c'est pour l'avenir, il est jeune, il vient d'arriver. Attention de ne pas être surpris, parce que moi je ne serais pas surpris qu'il y a des départs de Rowe, des départs de joueurs qui ne conviennent pas, comme on va voir juste après justement, un autre joueur qui ne convient pas, c'est lui. Quentin Merlin, attention, en ce moment il est moins bien. Roberto De Zerbi attend beaucoup plus de Quentin Merlin, nous dit RMC Sport, au poste de piston gauche. Aux yeux du staff de l'OM, il manque surtout d'impact dans le domaine offensif. Et même je vais vous dire défensivement, c'est pas la panacée non plus. Et il est un petit peu entre deux comme joueur. Voilà, c'est un joueur qui est pas très fort défensivement quand il est en arrière gauche, qui est pas très fort offensivement quand il est en piston gauche. C'est un joueur pratiquement milieu de terrain, gaucher, qui peut être dans le cœur du jeu. Il peut apporter par sa technique, mais vraiment dans l'impact défensivement et offensivement, ça pêche des deux côtés. Moi, je vous l'ai dit, hein, depuis qu'il est arrivé, je me suis un petit peu enflammé comme certains sur le début de saison en disant ouais, il est important pour le jeu, à repiquer dans l'axe, à faire le jeu pour être un autre meneur de jeu pratiquement au début de saison. On était dans ce système-là. Mais là, ça convainc plus depuis que il y a des petits pépins physiques, il est un peu moins bien, il a peut-être pas la concurrence qu'il faut derrière. Parce que n'oublions pas, on a Garcia derrière. Voilà, faudrait peut-être prendre un autre joueur. Et justement, quand on veut prendre un autre joueur, on y va tout de suite sur le mercato. Qu'est-ce qu'on vise du côté de l'OM? L'OM souhaite au minimum 2 joueurs. Donc 2 joueurs avant la fin du mercato hivernal, donc en 7 jours, ça fait beaucoup. 3 selon les départs, ou peut-être 4 selon les départs, parce que là ils disent 3, s'il y a plusieurs départs. N'oublions pas, on a des Bamo Maïté, on ne sait pas où il est, Chancel Mbemba, ça peut partir, Liam Brassé, ça peut partir, Ismaël Koné, ça doit partir, Amin Harit, ça doit partir. Ça fait quand même 5 départs qui peuvent arriver potentiellement, même si je pense pas qu'il y en aura 5, mais il y en aura probablement 1, peut-être 2, peut-être 3. Allez, 4, ça serait vraiment un miracle. Mais vous voyez ce que je veux dire? S'il y a beaucoup de départs, il y aura probablement d'autres arrivées. La priorité est le poste de buteur, on vient de le dire, avec Mopé. Voilà, un profil différent de Mopé. Peut-être plus grand, plus physique, joueur de tête, ou peut-être plus rapide, prendre à la profondeur, ou peut-être être dans la surface quand il faut, comme un buteur né, voilà, un renard de surface à la Inzaghi, ou vous voyez ce que je veux dire? Qui doit être digne du club, surtout par rapport au rendement qu'il aura à l'OM. Il ne faudra pas prendre forcément un jeune. Alors, la piste qu'on va voir juste après, je ne pense pas que c'est vraiment une piste prioritaire pour l'OM. Pour ma part, je ne miserai pas sur un attaquant comme ça. Certes, le profil est intéressant. C'est un bon joueur et qui a de la qualité. On va le voir après. Mais pour moi, ce n'est pas ça qu'on doit viser. Je vais vous dire ce qu'on doit viser à la fin de la vidéo. Regardez bien jusqu'au bout. Un piston. Donc, on doit viser un autre piston, comme je viens de le dire. Quand un Merlin ne convainc pas, il faut un autre joueur pour jouer côté gauche, pour remplacer ou concurrencer Quentin Merlin. Ou pourquoi pas côté droit, un polyvalent. Parce que si on ne peut pas en recruter 2, un à droite et un à gauche, qu'on en prenne au moins. Voilà, parce que Lirola, ça convient pour dépanner de temps en temps. Garcia, ça convient de dépanner de temps en temps. Et derrière, il reste que Henrique à droite et Merlin à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Roberto De Zerbi aimerait apporter plus de technique aussi à son équipe. Ça, on va le voir avec les milieux de terrain qui sont visés pour remplacer Koné et Amin Harit aussi. Qui en manque clairement selon lui. Donc l'OM manque clairement de technique pour De Zerbi. Voilà, quand on arrive devant la défense face à des blocs bas, on n'arrive pas à trouver la solution par la passe, par la frappe. Voilà, par la frappe, on peut la trouver. On a un Hubert qui peut tenter sa frappe de loin, même s'il le fait pas assez à mon goût, ou d'autres joueurs derrière. Mais par la passe, il nous manque ce joueur-là d'éclair technique, comme un Dimitri Payet par le passé, ou comme d'autres joueurs qui pouvaient le faire. Il nous manque ce joueur-là, voilà, des derniers gestes techniques qui peuvent faire la différence par une petite passe. Une petite louche, une petite passe, ouais, ce que je veux dire, bien placé, trouver l'espace au bon moment. Donc il nous manque ce joueur technique, au moins pour les phases offensives, sûrement, et la création du jeu. Donc le départ de Ismaël Koné, selon Fabrizio Romano, le Werder de Brême, donc en Allemagne, et le FC Valence ont tous deux demandé à Ismaël Koné en prêt. Donc ils ont demandé un prêt à l'OM pour Ismaël Koné. Carlos Corberan, le coach de Valence, le veut à Valence. Le Werder et d'autres clubs de Bundesliga, donc il n'y a pas que ces deux clubs-là, il y a d'autres clubs en Allemagne, sont également intéressés par l'OM en vue de décider prochainement de la meilleure destination de prêt. Donc ça sera probablement sur un départ en prêt.
Alors, est-ce qu'il y aura une obligation d'achat? Une option d'achat? Je pense que oui, probablement une option d'achat. On l'a recruté pour 11-12 millions d'euros. N'hésitez pas à me dire combien, je ne m'en rappelle plus. Pourtant, j'en ai assez parlé cet été. Donc, on va essayer de récupérer la même somme. S'il y a une option d'achat, ça sera dans ces eaux-là. Voilà, on oscillera entre 12, 15, je ne sais plus exactement combien c'était la somme. Je crois que c'était plus de 15 finalement. Peut-être que c'était plus de 15. Je me trompe avec Brassier qui était dans les 12 et lui c'est plus de 15. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Donc pour Ismaël Koné, un départ. Voilà, moi j'attendais de voir franchement ce joueur qui avait d'avoir de la qualité, qui a de la qualité, mais qui, pour ma part, il y avait un petit grain de sable qui me pêchait dans la tête. Je vous l'avais déjà dit dès qu'il arrivait, je vous ai dit. Il y a une espèce de nonchalance quand je l'ai vu jouer avec le Canada plusieurs fois qui me dérange un peu. Alors, à voir s'il va rayer ce défaut-là à l'OM. Peut-être qu'il n'a pas rayé. Peut-être que ce défaut-là d'être nonchalant et de ne pas penser à tout investir dans l'engagement, dans l'intensité, comme ils ont fait les Niçois hier, qui nous sont rentrés dedans, et ben s'il ne le fait pas à l'OM avec un nouveau coach, un nouveau projet sur 3 ans, peut-être qu'il partira rapidement. Je n'avais pas dit ça, mais j'avais dit qu'il y a un petit grain de sable qui se met là-dedans, c'est sa nonchalance. Talentueux, nonchalant. Peut-être que ça marche plus maintenant, la nonchalance à l'OM, à moins d'être au-dessus du lot. Voilà, des joueurs comme Paul Pogba qu'on va voir après, ou d'autres joueurs comme Greenwood qui est nonchalant quand même par moment. On l'a vu hier contre Nice, il a levé parfois les bras et ça m'a énervé. Donc voilà pour Ismaël Koné où on en est. N'hésitez pas à m'en parler. Est-ce que vous regrettez son départ s'il part d'ici dans une semaine quoi. Alors, pour son remplaçant, nous avons Nicolo Fagioli. On en a parlé plusieurs fois, ça fait au moins un mois qu'on en parle. Il se rapproche de l'OM, selon les rumeurs qui nous sortent des médias italiens comme Corriere dello Sport. Donc, l'OM souhaite un prêt avec option d'achat. Pour l'instant, la somme n'est pas évoquée. La Juve, eux, veulent environ 20 millions d'euros. Voilà, moi, je rajoute environ. Une obligation, par contre. Ils veulent une obligation d'achat pour la fin de saison. Ils veulent absolument avoir de la maille pour cette fin de saison. Et l'OM, pour l'instant, il négocie. Il négocie actuellement pourquoi pas le recruter en prêt et ça serait un remplaçant de choix, pourquoi pas pour le départ d'Ismaël Koné. Autre chose, sur ce dossier-là, l'OM devrait faire une offre entre 15 à 18 millions d'euros pour convaincre la Juve selon Calcio Mercato. Donc selon Calcio Mercato, du côté de l'Italie, on voit une offre de 15 à 18 millions d'euros qui suffirait à faire partir Fagioli du côté de l'OM par rapport à la Juve qui veut s'en séparer. Des négociations sont en cours entre l'OM et la Juve. On va suivre ça de très très près, je vous tiens au courant. Imaginons ça tombe ce soir, il y aura une autre vidéo qui tombera encore demain. Et si ça tombe demain, ça sera encore demain aussi une autre vidéo. Allez, on enchaîne pour voir un petit peu le profil si vous ne connaissez pas Fagioli, donc un joueur de 23 ans. Je vous l'avais déjà cité, il aura 24 ans en février. 1m78, profil moyen de taille, c'est pas vraiment un grand physique, c'est pas comme Koné. Cette sélection avec l'Italie, donc c'est un joueur quand même de classe, puisqu'il a déjà joué avec la Squadra Azzurra. Contrat jusqu'en 2028, donc c'est pour ça qu'ils veulent tenter un prêt avec une option d'achat. Sinon, il aurait vendu directement s'il avait un petit contrat. Son profil, vous voyez, c'est un profil vraiment polyvalent. Il peut jouer vraiment dans le cœur du jeu. Il a joué dans sa carrière 91 matchs en tant que milieu central et en tant que milieu offensif, il peut dépanner aussi. Donc c'est vraiment pourquoi pas dépanner au cas où s'il n'y a pas un Rabiot, s'il n'y a pas un Greenwood derrière l'attaquant Neil Maupay actuellement, ou alors même derrière un cran en dessous, pourquoi pas pour remplacer un Rongier ou remplacer un Højbjerg. Ça peut jouer dans les deux postes pratiquement, même s'il est plus porté un peu plus vers l'avant quand même. Vu les stats que vous voyez là, c'est un joueur un peu plus prolifique que Koné finalement quand on le voit dans ses stats, même s'il n'a pas beaucoup de stats parce qu'il débute sa carrière. Mais c'est un joueur intéressant qui a déjà découvert la Champions League, qui a découvert le très haut niveau. Donc on passerait quand même un cap en termes de qualité, point de vue exigence dans le vécu par rapport à Ismaël Koné. Après je parle de qualité, je ne sais pas ce que ça va donner Ismaël Koné, mais c'est peut-être autre chose qu'on va voir avec Nicolo Fagioli s'il vient à l'OM. Un autre joueur qu'on avait cité dans les rumeurs pour remplacer un départ probable de Ismaël Koné, voire Amin Harit, c'était le jeune, vous en souvenez, Reda Belayan, qui se rapproche de plus en plus de l'OM, selon les médias encore italiens. À prendre avec de grosses pincettes, les amis. Attention, ce que je viens de vous dire pour Fagioli, même si c'est une rumeur assez concrète, on en parle depuis un certain temps. Pareil pour Belayan, il y a eu un intérêt de l'OM, il est concret. Et du côté de l'équipe, ils disent qu'il n'y aura pas d'offre. Il n'y a pas eu d'offre et qu'il n'y aura pas d'offre. Par contre, du côté italien, ils disent qu'il y a déjà une offre. Il y a une offre de 12 millions d'euros, selon Tutto Mercato Web. 12 millions d'euros offerts par l'OM, plus 2 millions de bonus. Donc je ne sais pas si cette offre est réelle, mais on va suivre ça de très près pour voir si ça se dégoupille. Alors il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés pour Belayan, je ne vais pas vous les citer parce qu'il y a la Lazio, il y a Naples, il y a beaucoup de clubs, même dans des pays autres que l'Italie. Et ça va se jouer cet hiver ou alors cet été, parce que l'OM le visait plus pour cet été en parlant de Belayan. On va suivre ça de très près quand même, on ne sait jamais, s'il y a deux départs qui arrivent dans ce milieu de terrain, Ismaël Koné et Amin Harit, peut-être qu'on aura un Fagioli et un Belayan.
C'est un scénario probable. Allez, on suit ça de très près et je vous tiens au courant. Et on enchaîne avec un autre. Alors celui-là, c'est encore plus à prendre avec d'énormes pincettes. L'OM n'est pas cité là-dedans, mais c'est juste à mettre en lien par rapport à la piste. Andreas Pereira, je vous l'ai cité plusieurs fois depuis cet été, l'été dernier, on le citait à l'OM. Andreas Pereira a refusé la première offre de renouvellement de contrat avec Fulham. Il ne veut pas rester à Fulham en PL, il veut partir. Il veut partir cet hiver ou pourquoi pas l'été prochain. Il a un contrat d'1 an encore une fois. Il va jusqu'en 2026. Mais lui ne veut pas rester donc à Fulham. Le joueur n'a pas encore défini son avenir. Est-ce qu'il veut partir du côté du Brésil ou alors dans un autre club européen? Et en Europe, il y a d'autres offres qui devraient tomber sur la table selon le journaliste André Hernan. C'est un journaliste d'Amérique du Sud, brésilien, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on va suivre ça de très près. Parce que n'oublions pas, les dernières semaines, l'OM était intéressé. On le disait, c'était du concret finalement. Mais on va suivre ça de très près, on ne sait jamais si c'est pas fait en soum-soum, en cas de départ, toujours pour les milieux de terrain. C'est toujours le même milieu, c'est-à-dire s'il y a un départ d'Aminarit, ou de Koné, ou des deux, eh ben pourquoi pas Fadjoli, Belayan et Andrea Pereira. Voilà les 3 joueurs que je vais citer. Il y en a peut-être d'autres qu'on peut citer, mais pour l'instant on va rester sur ces 3-là. C'est les dernières rumeurs qu'on peut citer. Et on va enchaîner derrière avec d'autres postes, avec le piston. Alors le piston, une arrivée d'un profil comme Nicolas Zalewski, c'est la piste la plus probable pour une arrivée à l'OM, pourrait permettre à Luis Enrique d'évoluer de temps en temps un cran plus haut. Et oui, parce que si Zalewski va piston droit, Luis Enrique peut monter un cran plus haut et jouer à côté de Greenwood ou à côté de Rabiot actuellement. Voilà, si Greenwood n'est pas bien, Greenwood sur le banc, parce que Greenwood s'il lève les bras comme ça va peut-être péter les couilles à De Zerbi, il va dire bon tiens, hop, Mason va sur le banc, on va à la Maison. Et derrière, c'est Luis Enrique qui prend sa place. Ça peut se faire comme ça. Et ça pourrait être intéressant pour un peu faire un petit peu réfléchir De Zerbi sur les positionnements de Enrique. Pourquoi pas le remettre plus haut. Voilà donc la piste Zalewski, on va suivre ça de très près, je vous tiens au courant. Et une autre piste qui est tombée aujourd'hui. Alors c'est Fabrice Hawkins de RMC Sport qui nous dit que donc Monaco et Francfort se sont mis d'accord pour l'arrivée de Dina Mbimbe du côté des Monégasques pour 11,5 millions d'euros. Mais l'OM a tenté le coup aujourd'hui, donc ce lundi. Toute la journée, l'OM a essayé de négocier pour essayer de le faire signer à l'OM. Il a réfléchi, le joueur, et au dernier moment, il avait tenu la parole. Il a voulu tenir la parole à Monaco, et il va partir du côté de Monaco. Donc Mbimbe, c'est un joueur qui, je crois, de souvenir, a été formé à Paris. N'hésitez pas à me dire. Un joueur qui peut jouer les deux côtés, donc milieu droit, milieu gauche, un peu plus offensif qu'un piston, mais moins défensif qu'un défenseur. Donc c'est vraiment un milieu de terrain qui peut même jouer dépanné dans l'axe. C'est un joueur assez polyvalent, avec beaucoup de vélocité, beaucoup de puissance, très grande taille. C'est dommage, ça aurait été un joueur intéressant, voilà, qui avait fait une très belle saison l'année dernière avec Francfort. Cette saison, il joue un peu moins, donc c'est peut-être pour ça qu'il voulait partir et il va du côté de Monaco. Donc cette piste est terminée, c'est plus une piste, ça n'a même pas été une piste parce que personne ne l'a relayé, à part Fabrice Hawkins, merci. On enchaîne avec l'attaque. Allez, le buteur, vous voulez tous savoir qui devrait arriver à l'OM, peut-être que ça sera Evan Ferguson. Pas d'offre pour l'instant, selon Foot Mercato et Seb Nonda. Pas d'offre pour l'instant à l'instant T. Mais c'est un vrai intérêt pour l'OM. L'OM est intéressé par le jeune attaquant qui a connu De Zerbi à Brighton. Et oui, attaquant qui connaît bien Roberto De Zerbi, en manque de temps de jeu à Brighton et dû au fait de blessure. Il est blessé actuellement au mollet. Donc est-ce que c'est intéressant de prendre un joueur, certes qui a du talent, certes qui est jeune, pour l'avenir, si vous voulez, pour ces 6 mois et l'année prochaine, si on met une option d'achat, ça va être compliqué parce qu'il est estimé à 30 millions d'euros de valeur Transfermarkt. Il faudra mettre une grosse somme et je ne sais pas si c'est possible de le faire. Pour l'année prochaine, est-ce que ça sera cet attaquant-là, notre star pour l'année prochaine, pour le projet Ligue des Champions? J'ai un doute quand même. Il n'a pas encore prouvé au très très haut niveau, même si c'est en PL, c'est très très haut niveau. Dans la durée, pour l'instant, il a eu une bonne saison avec Brighton. Il est certes jeune, il a encore de la marge largement dans le temps. Mais moi, pour ma part, je viserai autre chose. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je vous montrerai les pistes que je viserai moi. Donc, Brighton, fait de blessures et de manque de confiance de son coach. Concurrence d'autres clubs tels que Arsenal, West Ham, Fulham. Donc ça va être compliqué si on a cette concurrence-là. Ils ont beaucoup de moyens financiers, peut-être plus que nous, même sûrement plus que nous. Donc on va suivre ça quand même très près pour Evan Ferguson. On en parle depuis un certain moment aussi. Et on va enchaîner justement. Pour Evan Ferguson, Fabrizio Romano nous dit qu'il devrait quitter en prêt Brighton dans les prochains jours. Et il y aurait des intérêts de plusieurs clubs. On vient de le dire, Première Ligue, de Ligue 1. Donc l'OM est là-dedans, je pense. Une décision devrait arriver et être prise prochainement. Donc dans les prochaines heures, prochains jours. Parce que le mercato dure encore qu'une semaine. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Le profil par contre d'Evan Ferguson, à savoir un joueur physique, imposant, très grande taille. Il
Il approche les 1m90, je sais même pas s'il les dépasse pas un peu. Très puissant, donc il a la puissance que manque un peu un Mopé, comme je vous l'ai dit, dans les duels dans la surface. Il a du mal peut-être à faire la différence. Dans le jeu aérien, il a mis 2 têtes, hein, je crois, dans cette saison, mais si je me trompe pas, ou une tête déjà. Non, 2 têtes, contre Nice. Et le deuxième, je sais plus le deuxième contre qui. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est un joueur qui va être dans le jeu aérien un peu plus imposant. Dans les duels, dos au but, il va être dur à bouger. Même si Mopé, il s'en sort un petit peu. Mais par contre, dans la vélocité, il est un poil plus rapide qu'un Mopé par rapport déjà à sa taille, ses grandes jambes. Il va plus vite quand il court. Et il pourrait prendre plus d'espace, comme ils disent, très à l'aise dans le domaine aérien. Et qui prend très bien les espaces. Colle parfaitement à celui recherché par l'OM en termes de profil. Après, comme je vous l'ai dit, c'est jeune, c'est blessé actuellement. Pour l'instant, il a un manque de confiance. Est-ce qu'on doit prendre un joueur maintenant pour finir cette saison, quitte à ne pas mettre d'option d'achat, parce que ça va être difficile de la mettre, et de le prendre, qui va avoir le temps d'adaptation, qui revient de blessure, qui n'est pas en confiance, qui va mettre 1 mois, voire 2 mois à s'adapter au jeu marseillais? Est-ce que c'est intéressant de le prendre maintenant? Je ne suis pas sûr, personnellement. Peut-être l'été prochain, si ça ne convient pas à Brighton. Pour l'été prochain, je ne dis pas non. On va voir à se positionner. Doté d'un salaire raisonnable, vous l'avez juste à côté, là, je vous l'ai mis là, parce que je l'ai pris dans un autre site. 150 000 € par mois, donc c'est tout à fait dans nos cordes. Un joueur de première ligue, Ferguson pourrait être tenté à l'idée de retrouver Roberto De Zerbi, qui lui a donné sa première chance au plus haut niveau. Voilà pour le profil intéressant d'Evan Ferguson. Je ne le dis pas non dans le profil, mais après, le joueur même, c'était délicat. Allez, on passe sur un autre jeune qu'on avait visé, qu'on vise encore, Mathys Tel, qui recale Chelsea. Chelsea est intéressé. Lui ne veut pas aller du côté de Chelsea. Et regardez l'information. Tel n'est pas intéressé par un transfert chez les Blues pour le moment, car il considère que ce n'est pas une destination idéale pour son développement. Je suis tout à fait d'accord avec lui. À Chelsea, une année c'est bon, une année c'est moins bon. En ce moment, c'est pas super bon. Donc je lui souhaite pas d'y aller là-bas. Je conseillerais pas d'y aller là-bas. Tel aime toujours le Bayern, mais veut qu'on lui montre un plan clair. Donc il ne sait pas où il va pour l'instant. Est-ce qu'il va partir? Je pense que le Bayern essaye de le prêter à droite à gauche. Et l'OM était intéressé pour un prêt. Alors pourquoi pas viser au dernier moment? Peut-être que c'est le dossier en soum-soum qu'on n'entend pas. À noter qu'une réunion entre le camp du joueur, donc l'entourage du joueur, ses agents et tout bordel, et les responsables du Bayern est prévue cette semaine. Donc on va être tenu au courant dans cette semaine. Si c'est cette piste-là ou Ferguson, ça devrait se décanter dans les prochaines heures ou jours. Allez, on enchaîne pour l'attaquant. Je vous montrerai les dernières pistes que j'aimerais bien un petit peu se positionner pour nous. Et pour la défense. Maintenant, on va sur la défense. Alors, on l'avait cité, Hermoso, l'OM s'était intéressé, avait un petit peu sondé un petit peu ce dossier-là. Le Bayern Leverkusen, l'AS Roma se rapproche d'un accord pour le transfert de Mario Hermoso. Et j'en suis désolé. Parce que moi, c'est un joueur comme ça que je voudrais pour un petit peu renforcer notre défense, encore une fois. Gaucher, en plus parfait dans le système que je voudrais voir, avec 3 défenseurs, que ce soit Balerdi dans l'axe, à droite Luis Felipe et Hermoso à gauche. C'est ce qui serait parfait pour l'OM dans le système qu'on joue actuellement. Après, même à 2, il peut jouer. À côté d'un Balerdi, à côté d'un Luis Felipe, s'il va pas bien Balerdi, tu peux jouer à 2 aussi derrière. C'est un joueur parfait pour notre système, pour notre équipe, avec en plus du vécu, l'expérience. Il n'est pas cramé, il a que 29 ans. Et il est espagnol, en plus il n'est pas extra-communautaire. Donc tout coché dans les cases, et malheureusement, il ira normalement du côté du Bayern Leverkusen, puisqu'il a dit oui au Bayern. On va suivre ça de très près, on ne sait jamais. On ne sait jamais, je vous tiens au courant. On l'a suivi, on ne sait jamais. On ne sait jamais au dernier moment si ça découpille et que l'OM se positionne dessus, parce que s'il y a un départ de lui, voilà, de lui, le petit clown. L'OM a été contacté pour Lilian Brassier, notamment en Bundesliga. Il faut d'abord parvenir à un accord avec Brest. On en avait parlé, ça fait 2-3 semaines qu'on le dit, même au début du mercato. On le savait très bien que Brest veut enregistrer le transfert de Brassier pour l'année prochaine, pour l'exercice comptable de l'année prochaine, pour pas enregistrer sur cette année. Donc si on veut lever l'option d'achat, ça va être compliqué. Pour l'instant, il y a des discussions et ça n'avance pas beaucoup selon l'équipe. Donc pour cette discussion autour de la levée d'option. L'OM essaye de lever l'option des 12 millions d'euros pour s'en séparer. Et pour l'instant, Brest un petit peu chipote. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils n'ont pas mangé de Paris-Brest? Je sais pas. Bon, c'était la petite blague de merde. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, pour se débarrasser de Brassier, c'est assez compliqué. Et j'espère qu'on va y arriver parce que... est-ce qu'il a un avenir à l'OM? Tiens, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il a encore un avenir à l'OM? Imaginons, il reste encore. Là, on n'arrive pas à le faire partir cet hiver. Est-ce que vous pensez qu'il va rejouer pour l'OM? Re-rentrer sur le terrain de temps en temps, ou titulaire carrément, comme on l'a vu. Ça m'a surpris, franchement. Là, De Zerbi, il a vraiment déconné. Si Cornelius n'avait pas de pépin physique, et d'ailleurs, j'ai pas vu de retour sur ça dans les réseaux, eh ben, je comprends pas ce choix de mettre de Brassier. Alors, j'ai vu traîner dans les réseaux comme quoi il voulait le relancer. Même RMC en a parlé, il voulait le relancer, De Zerbi. Mais il n'y a pas de relance à avoir. Il t'a fait un match dégueulasse avant. C'est bon. Non, il faut être sérieux. Tu vas à Nice, c'est un concurrent. Et en plus, c'est une équipe qui perd pas à domicile. Donc, non, il faut être sérieux. Là, je trouve que c'est une grosse erreur de Zerbi d'avoir changé, d'avoir mis Brassier titulaire.
Voilà, moi j'attendais de voir Cornelius. Je reviens sur le match. Et on enchaîne. Allez, on enchaîne avec le mercato. On continue avec Kevin Danso. Alors, le Stade Rennais est très chaud pour le recruter. Ils veulent investir du lourd, comme ils disent là-dedans. Et il y avait le Wolverhampton qui avait proposé 22 millions, mais ça a été refusé. Donc, on va suivre ça de très près parce que ça pourrait être en lien avec au départ probable de Brassier. On ne sait jamais. Parce que Lens, il voulait Brassier pendant un moment. Est-ce qu'on va arriver à dégoupiller un petit peu le truc avec Brest? Et derrière, Danso va à Rennes. Et après Lens, il recrute Brassier, même si c'est un gaucher et que lui, c'est un droitier. On ne sait jamais. Après, il y a aussi le dossier Maïté. Maïté, il a été suivi par Lens, je ne sais plus. En tout cas, tout est lié. Lens, Rennes, Maïté, Brassier, même Mbemba qui était dans les pistes à un moment donné. Un Nice qui était à un moment donné intéressé par Brassier. Donc, on peut leur donner vu qu'il leur a donné un but. À Nice, normalement, vous pouvez le prendre là, si vous voulez. Voilà, on vous paye au moins une petite partie de salaire, si vous voulez. Donc, voilà un petit peu où on en est pour la défense. Et on enchaîne maintenant et on revient sur les autres joueurs avec Paul Pogba. Qui a liké le post Instagram, je crois, de foot, non, de foot mercato, non, de téléfoot, bon, de foot mercato, oui. Ça serait bien de voir Pogba signer à Marseille et Paul Pogba qui like. Donc, est-ce qu'il va venir à l'OM? Je ne sais pas. En tout cas, il a mis encore un dernier post sur Instagram tout à l'heure. Il a dit, on va voir ce qui va arriver. Plus ou moins, il y a une photo, on voit une photo du haut. Je crois que c'est une photo d'un port anglais, je ne sais pas lequel. Donc, on va suivre ça de très près. Paul Pogba, peut-être, on ne sait jamais. N'oublions pas que Paul Pogba arriverait, mais s'il arrive maintenant, il ne pourra pas jouer avant le mois de mars. Mois de mars. Et oui, il est bloqué jusqu'au mois de mars. Le temps de se remettre dans le rythme, le temps de comprendre les préceptes, et ci et là. Je ne sais même pas s'il pourrait jouer avant le mois de mai. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un laps de temps. N'oublions pas, Rabiot, il est arrivé, il a mis combien de temps à jouer? Un mois, pratiquement, un truc comme ça. Donc faites même un mois. À partir de mars, avril. Donc imaginons en avril, il lui restera quoi? 3, 4, 5 matchs? On verra bien, on va suivre ça de très près. Je vous tiens au courant pour Paul Pogba et un autre joueur, donc Rashford. Alors, c'est pas citer l'OM, mais c'est juste pour en parler. Parce que n'oublions pas, Rashford, on en parlait dans les rumeurs. Certains ont dit oui, c'est terminé. Oui, je pense que c'est terminé. Mais il y a toujours une petite fenêtre qui est entrouverte. Pour l'instant, il n'a pas trouvé de club. Lui, il ne veut peut-être pas rester à United. United n'en veut plus. Regardez ce qu'il a marqué là. Le coach de Manchester, il a dit « Je préfère mettre Jorge Vital, entraîneur des gardiens, qui a 63 ans, plutôt qu'aligner un joueur qui ne donne pas le maximum chaque jour. » En parlant de Rashford, c'est pas très sérieux, mais vraiment parce qu'il n'a pas envie de rester. À mon avis, les joueurs qui ne s'entraînent plus, c'est qu'ils n'ont plus envie de rester au club. Donc, il devrait partir probablement cet hiver. Et s'il part cet hiver, pour l'instant, personne n'est positionné dessus. Je veux dire, pas de club intéressant pour lui peut-être, parce que le Barça a été intéressé, mais apparemment ça a été un peu refroidi avec la réponse de Xavi, je crois que c'est Xavi qui a répondu. Il a dit on va essayer de prolonger nos joueurs avant de prendre d'autres joueurs. Donc pour l'instant Rashford il est toujours sur le marché. Certes c'est compliqué, c'est salarialement parlant, financièrement parlant, c'est extrêmement compliqué à moins d'un arrangement avec Manchester qui prendrait 80% du salaire, parce qu'il a plus d'1 million par mois quand même, faut le dire, mais largement. Donc à moins d'un arrangement comme ça, c'est pas possible. S'il y a un arrangement, pourquoi pas viser comme ça? Voilà, un attaquant qui a du poids. Là, ça serait intéressant aussi. Et un autre joueur que moi, j'aimerais bien. Voilà, je vous l'ai déjà cité plusieurs fois, même depuis cet été, avant qu'on prenne Wai. Je voulais des joueurs quand même de poids, des joueurs de talent, parce qu'il a du talent aussi. Je parle de Sorloth. Et oui, Sorloth, j'avais dit Dovbyk cet été. Moi, des joueurs comme ça, je veux un joueur qui ait du physique un petit peu. On manque un petit peu de poids devant. Il y avait Mumbagna, mais point de vue talent quand même, on passe quand même 2-3 caps là. On passe de Mumbagna, qui a du talent peut-être à montrer dans le futur, mais pour l'instant, il n'a pas encore montré à l'OM. Alors qu'à Sorloth, il a déjà montré dans des gros clubs. À l'Atlético Madrid cette saison, il fonctionne bien, même en étant en second, troisième ou quatrième couteau, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais il est déjà à 8-9 buts, peut-être même plus de 10 buts en compétition, toute compétition confondue, plus quelques passes décisives. Il n'est pas ridicule en termes de stats, que ce soit à l'Atlético Madrid ou même dans les clubs qu'il était avant. Donc un Alexander Sorloth qui a que 29 ans, il va avoir 30 ans en fin d'année là bientôt. Donc moi je dirais pas non. Alors si on peut pas le prendre cet hiver, cet été, certes, l'Atlético vient de le recruter cet été-là. Ils ont pris pour 32 millions d'euros. Ils vont pas le lâcher comme ça gratuitement. S'ils font un mouvement, s'ils le font partir, ce que je pense qu'ils veulent pas le faire partir parce qu'ils veulent le garder quand même en second couteau, s'ils veulent le faire partir, il faudra mettre une grosse option d'achat ou mettre un gros intéressement pour l'Atlético. Mais voilà, un dossier comme ça, un profil comme ça, j'aimerais bien qu'on se positionne. Voilà, une bonne fois pour toutes, qu'on arrête avec les jeunes attaquants à profil intéressant pour l'avenir, certes qui ont du talent, mais à l'OM c'est différent, j'arrête pas de le répéter, l'OM c'est différent. Donc Sorloth pour moi, ça serait un profil intéressant. C'est pas Haaland, je veux dire c'est pas inaccessible pour l'OM, c'est pas inaccessible totalement. Si on investit
du lourd, comme on a investi du lourd pour Eliwaï, pour Vitinha, et là, des trentaines de millions qu'on a investi, eh ben, il y a des joueurs comme ça. Certes, ils sont plus vieux. Certes, il n'y a pas peut-être le potentiel vente derrière. Si tu te manques, s'il reste à l'OM plusieurs années. Mais derrière, il faut vraiment voir à l'avenir, voir juste après. C'est-à-dire, tu le prends et tu vois juste après. Un an après, s'il ne fonctionne pas, tu le revends direct. Tu attends pas 150 ans. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je l'espère qu'on y pense à l'OM. J'espère qu'on pense pas que aux jeunes. Parce qu'au bout d'un moment, les jeunes, ça me pète un peu les claouis. Et quand je parle des jeunes, je parle des anciens. Ça, c'est un ancien qui n'est pas encore fini. Et un autre ancien qu'on avait à l'OM. Alors, je l'ai dit en boutade sur Discord avec un collègue. Et je lui dis, ça t'intéresserait pas de voir Pierre-Emerick Aubameyang en retour à l'OM pour finir les 5 mois qui nous restent. 5-6 mois qui nous restent là, jusqu'en mai. Pourquoi pas pour nous aider dans cette fin de saison. On manque d'un neuf, pourquoi pas. C'est pas un neuf pur, même s'il peut le jouer quand même, on le sait très bien, il a marqué des buts nombreux dans sa carrière et il peut jouer à plusieurs postes, surtout côté gauche et un petit peu dans l'axe. Donc imaginons un petit prêt d'Aubameyang, on s'arrange pour le salaire avec le club, je me rappelle plus, c'est Al Hilal. Non, oui c'est Al Hilal. Non, c'est pas Al Hilal, c'est quoi le club? Al-Qadsia. C'est marqué juste en dessous. Imaginez, on s'arrange là-bas, vu qu'on l'a vendu là-bas, on leur dit, écoutez, on s'arrange, on fait un petit prêt payant, voilà, 1 million d'euros, voilà, pour les 5 mois, 6 mois, et derrière, le salaire, vous continuez à payer, ou je sais pas, je pense pas que ça soit possible. À mon avis, ils veulent le garder, et lui, peut-être qu'il veut même pas revenir à l'OM. Et moi, j'aime pas trop les retours. Mais imaginez, on n'arrive pas à trouver. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une petite surprise comme ça serait intéressant. N'hésitez pas à m'en parler. Alors, c'était une boutade, hein, c'était pas du sérieux. Mais moi, je serais pas si contre que ça. Allez, un autre joueur qui ne part pas du côté de l'OM, c'est Emran Soglo. Voilà, il devait aller du côté de la MLS et Chicago Fire. Emran Soglo ne rejoindra pas le club de MLS. 2 clubs dont les noms n'ont pas filtré sont toujours à l'affût pour le recruter selon l'équipe. Donc ça, c'est pas vraiment les dossiers principaux qu'on met en avant du côté de l'OM, mais on en parle. C'est un joueur, il est professionnel, il a 19 ans, voilà, il est encore jeune. Il pourrait nous rendre des services, on ne sait jamais. On ne sait jamais, l'année dernière il a joué, il a été intéressant sur certains matchs, il marque un but à Metz, donc pourquoi pas, on ne sait jamais, si Merlin est vraiment dégueulasse, si Garcia est dégueulasse, il peut jouer en termes de presque piston gauche, il est gaucher, il a un petit peu de coffre, il est jeune, il peut jouer peut-être sur le côté gauche, même dans le cœur du jeu, de base c'est un milieu de terrain, mais il peut jouer côté gauche. Voilà, donc maintenant partons sur du hors mercato, les amis, voilà les deux petits intéressements que j'avais dit, les idées. On va parler un petit peu de cette polémique autour des banderoles, voilà, les banderoles là du côté de l'Alliance Rivera. L'Olympique de Marseille tient à s'exprimer sur sa plus vive indignation suite aux banderoles déployées hier dans le stade de Nice. Le caractère raciste et injurieux de ces banderoles vis-à-vis de Marseille, de l'OM, de ses joueurs, notamment Neil Maupay. Alors moi, ce que j'avais dit, on peut apporter du soutien à Neil Maupay, mais certes, ça c'est du folklore footballistique. Voilà, de traiter la maman des joueurs. C'est pas bien, ça se fait pas, mais ça se fait, je veux dire, ça se fait dans le foot, dans le sport, en général, ça se fait pas dans la vie de tous les jours, mais ça se fait. Vous savez ce que c'est le folklore, on est toujours dans l'insulte, mais derrière, tant qu'il n'y a pas de violence, tant que ce n'est pas aussi injurieux et les propos qui ont été mis sur les machins, les banderoles, les ci et là, qu'on va voir juste derrière parce que derrière, il y a des réponses de la LFP. Regardez, la petite banderole qui dit « Le soleil se couche sur la ville de Nice, que la chasse aux rats commence ». Quoi, ça veut dire ce que ça veut dire. La LFP condamne fermement les chants homophobes et sexistes entendus hier soir lors de la rencontre. Alors les sexistes, c'est par rapport à la maman de Neil Maupay, ainsi que les banderoles racistes et sexistes déployées. L'ensemble des incidents de la rencontre sera à l'ordre du jour de la prochaine commission de discipline qui aura lieu ce mercredi. Donc après-demain, commission de discipline, à l'ordre du jour, la LFP qui condamne donc déjà les banderoles et qui va sanctionner normalement soit les supporters, soit le club. Parce qu'au bout d'un moment, il peut avoir des points. Il peut avoir des points de retrait comme c'est marqué dans l'article qui est juste en dessous. Je peux vous le montrer. C'est marqué où? Je sais plus. Ici. Là, retrait de points, fermeture de tribune, amende, peut-être. Voilà, c'est probablement ce scénario-là qu'on se dirige pour ce mercredi. Moi, j'espère pourquoi pas des retraits de points. Comme ça, Nice, ils repèrent les 3 points qu'ils ont gagnés. C'est bien sûr un scénario peu probable. À mon avis, ça va être une tribune fermée, un huis clos ou pim pam poum, je sais pas, mais un truc comme ça. Sur ce dossier-là, on en termine et juste pour dire que Nice était au courant, le club de Nice était au courant, voilà, l'équipe vient d'écrire un article, mais il se défend en disant qu'ils étaient contre. Ils étaient au courant, ils ont laissé faire par rapport au jugement de leur avocat, ils ont vu que c'était pas vraiment, ça portait pas à préjudice et ça allait pas être une plainte qui a été déposée sur ces polémiques-là, ces banderoles-là, donc ils ont préféré laisser passer comme ça. Voilà, ils sont contre, mais ils laissent passer.
particulier comme idée. Hein. Je sais pas comment on fait à penser ça. Mais n'hésitez pas à répondre pour cela. Allez, on enchaîne maintenant. Trêve de bavardage. On attaque maintenant la phase la plus importante du championnat du D2 Derby. On est dans la dernière phase. La dernière ligne droite. Il ne faudra plus se louper. C'est fini là. Là, c'est fini. Arrêtons les erreurs. Contre Nice, c'était une équipe qui était costaud face à nous. Ça peut arriver de perdre un match. Contre Auxerre, c'était pas pareil. C'était un match qu'il ne fallait pas perdre. Contre Reims et contre toutes les équipes comme ça, il ne fallait pas perdre des points. C'est surtout ces matchs-là qu'il ne faut pas perdre des points maintenant. Il faut gagner tous nos matchs contre les équipes abordables. Contre les gros, il faut gagner aussi les matchs. Mais si on n'y arrive pas, au moins ne pas perdre. Contre Nice, ça aurait été bien de ne pas perdre les points, qu'on les mette un petit peu à l'écart, qu'ils restent à je ne sais plus combien de points de nous, 7 points je crois exactement. Donc c'est dommage qu'on perd cette rencontre-là. Ça fait un frein. Ça fait un frein à notre évolution. Certes, on n'avait pas gagné depuis 2-3 matchs avec le match nul face à Strasbourg et face à Lille en Coupe de France, mais on n'avait pas perdu. Et là, une défaite, ça peut jouer dans les têtes. Surtout comme ça s'est passé. Et ci et là. Avec les armes qui nous ont permis d'être deuxième jusqu'ici. Donc on va jouer avec les armes qu'on a eues pour la deuxième place. Alors, ce qu'il dit là, les armes pour l'instant, on ne les a plus. Parce que des joueurs ont été écartés. Et ça, j'ai envie de mettre en lien au mercato. J'ai l'impression qu'on se tire une balle tout seul dans les pieds en écartant les joueurs petit à petit. C'est-à-dire que Amin Harit, je veux bien qu'il soit blessé, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu louche son histoire de blessure mollet. Il devait revenir, il revient pas, ici et là, il est blessé. À mon avis, c'est plus une blessure diplomatique pour Amin Harit. Certes, on dit tous, ouais, les journalistes ils disent, ouais, c'est une réathlétisation, ici et là, il reprend la course. À mon œil, ouais. Bon, Amin Harit, on l'a plus ou moins écarté. Ben Momaité, qu'est-ce qu'il fout? Il est sur le banc, il est pas là, il est parfois sur le banc, mais il joue jamais. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire? Ces joueurs-là, ils ont été écartés. Ismaël Koné, c'est pratiquement pareil. On veut le vendre, on le fait pas jouer, mais il faut se servir de nos armes. Si tu te sers pas de nos armes, c'est peut-être normal que nos joueurs sur le terrain, s'ils sont pas bons, eh ben t'as pas de solution derrière. Ça aussi, il faut le prendre en compte parce que derrière, quand on dit qu'on fait jouer les meilleurs joueurs, les joueurs qui sont sur le terrain, j'espère que Brassé, c'était pas le meilleur. Parce que si c'était le meilleur, faut s'inquiéter. Allez, on enchaîne les amis, c'est pas grave. Allez, le mercato n'est pas terminé. Et maintenant, on se dirige tout droit sur la rencontre de l'Olympico. Et oui, l'Olympico, ou plutôt l'Olympique de Marseille face au FC Lyon, en ligne de mire pour Bilal Nadir. En plus, ça rime. Pour les informations, 64 000 billets ont déjà été vendus pour le match au Vélodrome face à Lyon. Les supporters lyonnais ont été interdits. Alors ça, je regrette, moi franchement, je suis contre ces interdictions de déplacement de supporters, qu'ils soient les Lyonnais, les Parisiens, les Puputiens, tout ce que vous voulez, du côté du Vélodrome. Moi, je les interdirai pas, je t'autoriserai, mais que tout le monde est autorisé à se déplacer. Si ça se passe bien, tant mieux. Les insultes, le folklore footballistique, comme je vous l'ai dit, ça peut arriver. Voilà, si on s'insulte, c'est pas bien grave. Il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, donc malheureusement, il n'y aura pas de Lyonnais. Pour eux, hein, je parle, après je m'en fous complètement. Il y aura donc plus de 1000 places en plus donc à délivrer aux Marseillais. Donc il n'y aura que des Marseillais, environ 65 000 supporters, vu qu'il reste 1000 places. N'hésitez pas, il vous en reste sur le site de l'OM. On enchaîne derrière avec les informations. Il n'y aura plus Pierre Sage comme coach du côté de Lyon, puisque Lyon se déplacera sans Pierre Sage. Ils l'ont écarté de son poste d'entraîneur. Et je trouve ça très très vicieux de leur part. Franchement, c'est un coach qui leur a bien rendu des services et qui leur a fait parfois même gagner des matchs, même contre l'OM, si je me souviens bien. Donc c'est un coach qui était quand même avec du jeu intéressant par moment. Certes, c'était pas le plus grand coach, et ben il a été écarté. C'est dommage, hein, franchement, pour lui. Après, bonne chance, je m'en bats les steaks. Du côté du remplaçant, ça devrait être lui. Alors, est-ce qu'il sera là dimanche? Probablement pas, puisqu'il a déjà eu une sanction du côté de la Serie A. Il a été sanctionné lors de son dernier match par un carton rouge. Donc il devrait peut-être pas être là sur le banc. Je sais pas comment ça fonctionne entre deux championnats différents, mais il sera peut-être pas là dimanche. Pisté par l'OM les derniers, Paulo Fonseca devrait être le nouveau coach du LC Lyon. Voilà, pour la dernière information. Pour l'arbitrage, voilà, même si c'est pas très important aujourd'hui, on va pas en parler pour l'instant, on va pas râler. C'est Jérôme Brizard. Et avec à la VAR, ça sera Monsieur Rainville. Est-ce qu'il nous a porté préjudice? Je m'en souviens plus. Donc 20 matchs arbitrés par Monsieur Brizard pour les matchs de l'OM. 11 victoires, 7 nuls, 2 défaites. Avec 34 cartons jaunes pour l'OM et 29 pour les adversaires. 8 cartons rouges pour les adversaires, 6 pour rouges pour l'OM. Donc c'est à peu près équilibré en termes de sanctions, voilà, je trouve. En termes de victoire, on est vraiment dans le positif. On n'a perdu que 2 fois, c'était contre Lille, je crois, et contre Reims, si je me souviens bien les équipes. Le dernier match, c'est une victoire, c'est celui du déplacement en début décembre à Saint-Etienne, le 2-0. Voilà où nous en sommes pour l'arbitrage, donc Jérôme Brizard. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous, le mercato, les infos, l'actu et tout le team. N'hésitez pas encore une fois à donner de la force à la chaîne, à mettre un abonnement, un like, un dislike, tout ce que vous voulez. L'alerte est là, bim. Allez, on y va, let's go, c'est gratuit, regardez. Petit abonnement là, tu vois le rouge? En dessous, il y a marqué abonnement, voilà. Et si tu veux rejoindre même la chaîne,
pour soutenir la chaîne pécuniairement, avoir des émoticônes supplémentaires, avoir des vidéos supplémentaires de temps en temps quand je peux en faire. Parce que là, en ce moment, je suis en pause, mais je vais en refaire, vous inquiétez pas, pour ceux qui sont abonnés. Et plein d'autres avantages, pourquoi pas. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée, excellente journée. Vive le foot chez Sebache Foot. Et surtout, allez l'OM!